Alors, bonjour à vous toutes et tous, membres de la communauté de l'Université Laval, et bienvenue à cette Assemblée générale annuelle. Au cours des prochaines minutes, nous vous présenterons le rapport de la communauté 2022-2023 et nous répondrons à vos questions. Mon nom est Monique Richer, je suis secrétaire générale et j'ai le plaisir de vous présenter celles et ceux qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Alors, Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, Jean Houde, président du conseil d'administration de l'Université Laval, André Darvaux, vice-recteur exécutif, vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, Katia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, Martin Fortier, vice-recteur adjoint à l'internationalisation et à la valorisation de la recherche, de la création et de l'innovation, René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation, François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, responsable de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de la philanthropie. Alors, Madame Sophie Damour, à toi la parole. Merci Monique, merci d'abord. Quel plaisir de vous voir réunis ici dans la salle, en ligne, pour ce rendez-vous annuel. Je suis ravie de vous dire que vous êtes à peu près 330, 350. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça me fait chaud au cœur de voir votre intérêt pour les affaires universitaires, les activités de l'université, les réalisations. C'est toujours un beau moment pour nous de pouvoir faire une synthèse de ce qu'on a réussi collectivement à faire. Alors, merci de prendre le temps pour célébrer ces bons coups, nos bons coups universitaires, et aussi échanger. Alors, plus tard, la présentation va durer à peu près 30-40 minutes, et puis après, on va prendre les questions et on pourra échanger ensemble, que vous soyez ici dans la salle ou à distance. Je pense que vous avez vu défiler avant qu'on arrive des visages à l'écran. Est-ce que c'est vrai? Vous les avez vus? Là, je veux juste m'assurer, parce que moi, quand je suis arrivée, on avait cette diapo devant nous. Eh bien, ces personnes représentent quelques membres de notre communauté étudiante, des professeurs, des membres du corps enseignant, des membres du personnel professionnel, diplômés, philanthropes, l'ensemble des membres de notre communauté, dont les actions, initiatives et réalisations sont citées dans le rapport à la communauté 2022-2023. Alors aujourd'hui, on a la joie, le bonheur de pouvoir compter parmi nous quelques-unes de ces personnes qui représentent ce que nous sommes. Et elles se connaissent, elles savent qu'elles vont être citées. Alors, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous applaudir. Il y a eu une petite hésitation, mais là, on vous a vu un après l'autre, là, c'est merveilleux. Vous levez. Merci, merci pour ce que vous avez fait cette année. Et à vous tous et toutes, vous savez, l'université, la réalisation de l'université, les succès des uns et des unes, c'est le succès de l'université. Et c'est envers vous tous que ces applaudissements, évidemment, résonnent, j'espère. C'est le fruit d'un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, ces idées qu'on construit ensemble, elles deviennent réalité. Alors, je suis fière de tout ça, je vous le dis, je suis fière de vous, je suis fière des projets, notre savoir-faire, notre savoir-être et l'impact qu'a notre université sur la société. Le rapport à la communauté qui est dévoilé aujourd'hui va dresser le portrait de l'année universitaire qui s'est étendue de mai 2022 à avril 2023. C'était un peu compliqué les dates, mais c'est cette année, c'est l'année académique, mai 2022 à avril 2023. Une année lors de laquelle nous avons consulté, réfléchi en équipe, co-construit. Une année de transition qui nous a permis de boucler le plan stratégique 2017-2022 et bâtir ensemble le prochain, le plan institutionnel 2023-2028. Alors, j'aimerais vous remercier sincèrement d'avoir participé en grand nombre, je dirais en plus grand nombre, à l'exercice de consultation qui a eu lieu à l'Université Laval dans le cadre de la rédaction d'un plan institutionnel de 5 ans. C'est 1300 personnes et groupes de travail qui se sont exprimés.
soit en répondant aux questionnaires en ligne ou en participant aux événements. C'est vraiment remarquable. Le monde universitaire se transforme, vous le savez, à grande vitesse, et cet exercice nous a permis de donner ensemble, de se doter ensemble de repères, de grandes priorités pour les années à venir. La présentation d'aujourd'hui souhaite refléter cette année de transition, car chacun des collègues, chacune des personnes qui va venir ici s'entretenir brièvement de ce qui ressort d'abord de ce qui ressort du premier mandat 2017-2022, de cette planification institutionnelle précédente et des histoires qui ont marqué notre année 2022-2023. Donc, vous allez avoir un peu des deux à chacune des présentations. Tout ça est lié parce que on s'inscrit quand même dans la continuité. Hein? C'est pas un plan, c'est pas on arrête tout ce qui a été fait avant puis on recommence à neuf. Alors, on lit les deux, cet effort de continuité, puis ce nouveau plan qu'on a dessiné ensemble, qui a été lancé plus tôt. On construit sur des bases qui sont bien établies, qui sont solides, et pour casser la glace, je vais vous donner des exemples. Une des réalisations du dernier plan institutionnel qui me rend très fière, c'est la création des chantiers d'avenir. C'est des maîtrises sur mesure. Il y en a maintenant 4. Avec ces maîtrises sur mesure, on fait avancer l'interdisciplinarité. On forme une relève apte à répondre aux grands défis de société. Et puis, vous le savez, faire avancer l'interdisciplinarité, c'est pas facile, c'est un vrai défi. Alors, cela nous oblige à revoir certaines façons de faire et les chantiers d'avenir sont une façon novatrice d'y arriver et on voit les résultats. Maintenant, je vais vous parler d'une autre de mes grandes fiertés de l'année 2022-2023, c'est le classement de l'Université Laval au palmarès d'impact du Times Higher Education. Première dans les universités francophones, 14e au monde. Alors, quand j'ai dit ça en France, on m'a demandé, pouvez-vous répéter? Alors, je répète. Première université francophone au monde pour l'impact de l'université, l'impact de ses études, de sa recherche, de son organisation, de sa valorisation sur la société. Je peux vous dire, à chaque fois que je le dis, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que je suis fière de ce qu'on a réussi à accomplir et puis plusieurs d'entre vous ont contribué très clairement à cet objectif. Alors, ce classement, il se base sur quoi? Sur les objectifs du développement durable. Et évidemment, il nous pousse à aller plus loin. Parce que je suis obligée de vous dire que cette place de première université francophone et la 14e au monde, ces deux places-là sont très convoitées. Il y a beaucoup d'universités qui aimeraient avoir ces places-là, donc il faut continuer d'avancer. Très clairement, la pression est là, mais j'ai aucun doute qu'on va pouvoir réussir à continuer de marquer la société par notre talent, par notre façon de faire. Alors, dès maintenant, j'invite pour la suite des choses notre président de conseil, Jean Houde, président du conseil d'administration de l'Université Laval, et je me permets là de dire quelques mots à Jean, des mots de remerciement. Vous savez, être président du conseil d'administration de l'Université Laval, c'est un geste de générosité. C'est parce que la mission, la cause nous anime. Jean, tu es là à tous les instants. À tous les instants, tu nous éclaires, tu nous challenges, tu nous amènes à aller plus loin. Puis au nom de la communauté universitaire, à mon nom et ceux des collègues ici, un grand, grand merci pour cet engagement qui est remarquable. Merci beaucoup. Alors, sur ces mots plus que gentils, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont mérités, mais en tout cas, merci Sophie, merci à l'équipe de direction. Si dans mon petit laïus, je manquais de voix, parce que j'ai une extinction de voix, ne vous en faites pas, je passerai la parole à Sophie. Alors, voilà, je ne l'ai pas dit, là, mais elle va le faire avec plaisir. Alors, ça me fait donc plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous livrer quelques éléments du travail fait par le conseil d'administration. La première chose que je vais faire, c'est d'abord remercier mes prédécesseurs, Marie-France Poulain,
Jean Saint-Gelais. Et également, il y en a quelques-uns qui sont avec nous aujourd'hui, les membres de la direction du premier mandat de Sophie, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler aussi. Alors, merci à ces gens-là. Un mandat au conseil d'administration, comme vous pouvez vous en douter, qui a été marqué par la pandémie. Et ça nous a permis, tous ensemble, la direction, le conseil et vous tous, de démontrer notre agilité, notre capacité à se retourner de bord, à trouver des façons parfois originales de continuer notre mission fondamentale d'enseignement et de recherche. Il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, il y avait des centaines de personnes, membres de notre université, étudiants, professeurs qui étaient à l'étranger. Et rapidement, on a trouvé des moyens de les rapatrier avec toutes sortes d'initiatives intéressantes. Au plus fort de cette crise, le conseil d'administration a essentiellement fait confiance à l'équipe de direction. Un conseil d'administration, ça conseille, ça avise, ça challenge, mais fondamentalement, il s'agit de faire confiance à l'équipe de direction. Et c'est ce qu'on a fait. Et l'équipe de direction, comme vous l'avez tous constaté, a posé les gestes utiles et nécessaires pour faire face à une pandémie sans précédent. Et moi, je constate, à titre de président du conseil, et également mes collègues au conseil, qu'ils ont fait un travail remarquable. Et plusieurs d'entre vous qui êtes dans cette salle avaient fait un magnifique travail pour faire face à cette pandémie. Un peu avant la pandémie, on avait entrepris un travail au conseil pour travailler sur les politiques et les processus de gestion de risque. Et s'il en est un risque qui n'était pas nécessairement anticipé, c'est bien celui d'une pandémie. Mais on avait développé des outils pour être capable, au niveau du conseil, de faire face à ce risque-là. Pour ce qui est de la dernière année qui vient de s'écouler, ou qui continue de s'écouler, je voudrais vous souligner quelques éléments de la démarche de planification institutionnelle dont Sophie vient de parler. Au niveau du conseil, on a suivi les travaux que collectivement vous avez faits. J'ai eu l'occasion d'en parler lorsqu'on a lancé le résultat du processus de planification institutionnelle. Il y a eu énormément d'idées qui ont été émises de votre part, qui ont été challengées, qui ont été discutées. Plusieurs ont été retenues dans notre planification institutionnelle. Et nous, au Conseil, à partir du moment où on approuve à la fois le processus, mais également le résultat de la planification, notre travail, c'est de suivre graduellement l'implantation des différentes idées et des différents chantiers qui sont en cours actuellement. On a déjà commencé à recevoir au niveau du Conseil des résultats d'initiatives qui sont prises. À chaque rencontre, on n'aura pas une récapitulation de l'ensemble, mais des initiatives qui auront été prises entre les rencontres du Conseil. Un autre fait marquant, je pense, la dernière année, c'est l'intégration de la Fondation. Vous savez, le Conseil a été amené à analyser une proposition que la Fondation elle-même a faite de se regrouper avec l'université pour essayer, au fond, d'augmenter encore notre efficacité, notre performance en matière de philanthropie. Les grandes universités, puis on en est une, sont des universités qui comptent sur la philanthropie et qui essaient de se doter de bonnes structures, les meilleures possibles pour atteindre des résultats. Et c'est dans ce contexte-là qu'après analyse, le conseil d'administration a accepté la recommandation du conseil de la Fondation et nous avons intégré l'ensemble des employés membres de la Fondation. Et maintenant, il y a une unité sous la responsabilité de François Gélineau aussi, qui vous parlera tout à l'heure, qui est chargée avec la collaboration d'un nouveau comité qui a été créé au niveau du conseil d'administration, le comité de philanthropie et de relations avec les diplômés. On va accélérer le développement de la philanthropie. On a également, je veux juste vous mentionner également qu'on a été
actif dans plusieurs dossiers. Et je ne ferai pas la liste parce qu'on se réunit, nous, vous le savez probablement, 7 ou 8 fois par année, puis les comités se réunissent à peu près le même nombre. On a 5 comités, ça fait pas mal de rencontres. Mais l'objectif dans tout ça, c'est d'appuyer notre direction et de faire en sorte qu'on réussisse à implanter nos idées qui ont été véhiculées à travers une campagne électorale que la rectrice a faite et également qui a pris une forme très concrète avec la planification institutionnelle. Alors, si jamais vous avez des questions à poser sur le Conseil, ça me fera plaisir d'y répondre. Et merci de vous intéresser à l'évolution de notre communauté et de notre université. Merci. Merci beaucoup, M. Wood. C'est important pour l'université de pouvoir compter sur un conseil d'administration aussi rigoureux et aussi intéressé que le nôtre, afin de nous conseiller et de nous guider. Au cours de la dernière année, je dirais peut-être au cours des 2 dernières années, nous avons visé beaucoup à améliorer notre gouvernance, notamment en mettant en place un comité de gouvernance du conseil universitaire et en continuant les travaux du comité de gouvernance du conseil d'administration. On essaie de travailler pour assurer le plus de transparence possible, aussi avoir des processus les plus fluides possibles et aussi faciliter les processus de décision. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les concepts aussi de liberté d'expression et de liberté académique qui sont au cœur de la mission de l'université. Et nous avons adopté des politiques à ce sujet. Nous avons aussi, et je continue à travailler sur la modernisation des statuts, mais nous arrivons pas mal à la fin, où nous sommes en train de consolider le nombreux commentaires qui continuent à rentrer, j'en ai eu encore ce matin, pour améliorer et pour bonifier nos statuts. Il ne faut pas oublier, par exemple, certains vont me dire que ça prend du temps. À chaque fois qu'on touche à une partie d'un statut, on bouge quelque chose dans l'université. Hein? C'est tentaculaire, les statuts. Alors, c'est un processus qui demande quand même beaucoup d'attention de notre part. On a créé un bureau de la protection des renseignements personnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été mise en vigueur il y a 2 ans et qui continue à entrer en vigueur à différents moments. Alors, nous avons créé un bureau de protection des renseignements personnels pour assurer, évidemment, l'application de la loi, mais aussi pour former nos membres du personnel, pour les sensibiliser sur ce qu'est un renseignement personnel et aussi sur comment bien le protéger. Hein. Quand on parle de renseignements personnels, c'est pas juste les renseignements personnels, c'est vos renseignements personnels qu'on a à cœur et qu'on a à cœur de protéger. Enfin, à chaque année, vous savez, le moment le plus touchant, ce sont les collations des grades, qui sont toujours aussi populaires, sinon plus. Cette année, nous en aurons 9, donc une de plus, parce qu'on ne sait plus où les mettre. On a des étudiants qui diplôment et qui se présentent aux collations des grades quand même de façon importante, et les collations des grades sont une source de fierté, non seulement pour nous, mais pour leurs familles. Nos diplômés nous rendent aussi très, très fiers. Une fois qu'ils ont diplômé, la fierté continue. À ce propos, dans le rapport à la communauté, vous trouverez l'histoire de Dominique Guay-Gosselin et de Marie-Pierre Trépanier qui ont créé des liens durant leurs études avant de donner naissance à Rorcal, une entreprise de planches à pagaie à la fois performante et éco-responsable. On leur souhaite beaucoup de succès. Alors, je cède maintenant la parole à André Darvaux, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, pour la partie plus intéressante. Merci beaucoup, Monique. Avant de vous présenter des chiffres, hein, c'est ça la partie intéressante? OK. Alors, je vais quand même en profiter pour remonter un peu dans le temps. Lors du premier mandat, pour rappeler que nous avons révisé et simplifié le mode d'allocation budgétaire, ce qui a entraîné une plus grande autonomie des facultés et des unités. C'était vraiment notre objectif en révisant la formule budgétaire, c'était que les facultés puissent avoir une marge de manœuvre, mais aussi que ça soit simple et que ça puisse être compris par tout le monde. Donc, c'est vraiment un changement positif qui nous facilite encore la vie aujourd'hui.
Et des services ont également été fusionnés pour créer des meilleures synergies dont on ne se passerait plus aujourd'hui. On peut penser à la création de services campus ou encore le service du développement professionnel, le service web et recrutement étudiant. Et parlant du SWRE, puis Louis-Emmanuel est ici, alors il y a une histoire dans le rapport à la communauté qui raconte comment cette équipe a complètement repensé avec succès le concept des portes ouvertes de l'Université Laval. Et l'automne dernier, c'était plus de 10 000 étudiantes et étudiants qui ont été séduits par la qualité des visites sur le campus et des activités en ligne. Un succès, évidemment, qui s'est répété la semaine dernière. En plus des finances, j'ai maintenant à ma charge le volet des ressources humaines et j'aimerais prendre un instant pour saluer le travail effectué par Lynn Bouchard, ma prédécesseur, dans ce dossier. Lynn a vraiment entamé une réflexion à propos des services sous la gouverne des ressources humaines. Donc, c'est vraiment une révision de bout en bout de ce qui est fait en ressources humaines, non seulement au central, mais également au niveau des unités. Alors, sous la gouverne de Lynn, on a connu de grandes campagnes de recrutement de professeurs qui ont mené à une embauche record de 108 professeurs en 2019-2020. Et en continuité, donc, au cours de la dernière année, le projet EVO a démarré afin de transformer la gestion des ressources humaines et la gestion financière. Alors, j'en ai glissé un mot. Et nous allons remplacer le système de paie PeopleSoft RH et le système PeopleSoft Finance. Mais le chantier EVO va encore plus loin et l'objectif est vraiment de créer de belles synergies. Et tout ça, c'est bien sur les rails maintenant. Une politique sur le télétravail a également été adoptée afin de reconnaître officiellement que ça fait partie de nos façons de fonctionner à l'Université Laval. Et nous avons également déployé une offre de services améliorée pour les membres du personnel, notamment en ce qui a trait au développement professionnel et à la santé et au mieux-être. En plus des histoires, le rapport à la communauté contient à chaque année plusieurs chiffres, des indicateurs, mais aussi un résumé des états financiers. Alors, cet automne, j'ai décidé avec l'équipe des finances de faire une tournée des facultés et des unités pour mieux expliquer le budget de l'Université Laval. Alors, on a un document de 150 pages qu'on présente à chaque année, qui est touffu, qui peut sembler ardu. Donc, on a vraiment entamé cette série de visites à l'intérieur des unités pour bien expliquer le fonctionnement du budget et le fonctionnement des états financiers également. Jusqu'à maintenant, on aura réalisé à terme plutôt une trentaine de présentations et on a une quinzaine de faites à peu près. Et je tiens vraiment à remercier les gens pour leur accueil. C'est toujours agréable de discuter, de répondre aux questions, de voir vraiment les sensibilités de chacune des unités. Le budget, ce sont nos prévisions financières, alors que les états financiers que je vous présente aujourd'hui, ce sont les résultats de la dernière année. Donc, on parle de l'année 22-23. Et normalement, vous devriez voir un graphique. Voilà, c'est le graphique qui est présent. On voit sur le graphique qu'il y a une corrélation, bien sûr, entre le niveau de revenus disponibles et les charges engagées. Et notre objectif, c'est vraiment d'utiliser tout l'argent disponible pour faire en sorte que notre mission d'enseignement et de recherche soit bien accomplie. Globalement, en 2022-2023, nous avons eu des revenus totaux d'environ 1,2 milliard de dollars, des charges de l'ordre de 1,12 milliard de dollars. Si on examine plus attentivement le fonds de fonctionnement, le fonds de fonctionnement, c'est lui qui est constitué des sommes pouvant être utilisées pour les activités d'enseignement, de recherche, des activités de soutien à l'enseignement et également de services à la collectivité. Les revenus se sont accrus de 38 millions par rapport à l'an dernier et ça a atteint une somme de 812 millions. En contrepartie, les charges ont augmenté de 41 millions par rapport à l'année précédente. L'équilibre budgétaire a été atteint une fois de plus. C'est très important pour nous de garder le contrôle sur l'université et c'est une demande du ministère de l'Enseignement supérieur d'atteindre cet équilibre budgétaire. Alors, on a un surplus en fin d'année de 400 000 $ avant l'application des normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Jetons maintenant un coup d'œil sur les investissements de l'Université au cours de la dernière année. C'est sur la diapo suivante. Historique des investissements, c'est sur cette diapo-là, oui. Alors, des investissements totaux de 104 millions ont été effectués en 2022-2023, principalement au niveau des terrains et bâtiments, ainsi que pour l'acquisition d'équipements informatiques et d'équipements spécialisés. Alors, plus spécifiquement, pour les terrains et bâtiments, on parle d'une somme de 43 millions et pour les investissements en technologie de l'information, c'est un montant de 46 millions.
On constate également que les investissements pour les volumes et les collections ont une tendance à la hausse au cours des dernières années, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est l'achat de l'abonnement à nos revues scientifiques, l'achat de livres à la bibliothèque. Finalement, la valeur amortie des immobilisations à date du 30 avril 2023 est de 981 millions, en hausse de près de 25 millions par rapport à l'année précédente. Évidemment, ce n'est qu'un bref survol et vous pourrez consulter directement les états financiers disponibles sur le site Web de l'Université. Donc, c'est ce qui résume les états financiers. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre lors de la période de questions. Et c'est maintenant au tour de Katia Bergeron, notre vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, de vous adresser quelques mots. Merci. Merci beaucoup, André. Vous en conviendrez, c'est toujours important, puis de bien comprendre les revenus, les dépenses, parce que c'est quand même ça qui est la base nécessaire pour que notre université fonctionne et puisse aller de l'avant. Alors, on apprécie tous ces efforts, André. Pour ma part, moi, je tiens à souligner que les programmes de formation à l'Université Laval, ils sont toujours en mouvement, parce que ce qu'on veut, c'est s'adapter en continu aux besoins de la société puis aux besoins de nos étudiantes et nos étudiants. Puis à cet égard-là, moi, je veux vraiment prendre le temps de saluer mon prédécesseur, Robert Beauregard, qui est ici. Bonjour, Robert. Parce que pendant son mandat, donc le mandat 2017-2022, il a supervisé la création du Bureau de la qualité des programmes et il a favorisé la naissance de 64 nouveaux programmes en 5 ans. C'est quand même énorme. Alors, bravo, Robert. Ça me fait aussi penser à une histoire qui, celle-là, se retrouve dans le rapport à la communauté. Puis, je vous parle brièvement, donc, de l'histoire des professeurs Marie-France Demers et Pierre Durand-Lot-Gagnon. Ils ont créé, tous les deux, en collaboration, un nanoprogramme qui permet aux pharmaciennes et aux pharmaciens de mieux intervenir auprès des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale. C'est un programme d'ailleurs qui a été récompensé par un prix institutionnel ici. C'est un programme court, mais qui fait une très, très grande différence sur le terrain dans la vie des personnes. Notre rectrice nous le disait tout à l'heure, c'est ça qu'on veut dire par une université d'impact aussi. On a aussi à l'université depuis 2019 une politique pour les étudiantes et les étudiants parents, qui leur permet plus de flexibilité et une chance aussi de concilier le rôle de parent avec la poursuite de leurs études. C'est un autre exemple là, dont on est fier, là, une autre réalisation des dernières années. Un autre bon coup qui a fait du chemin, bien, c'est la création, cette fois-ci en collaboration avec le gouvernement du Québec, de l'Académie de la transformation numérique, parce que c'est devenu vraiment là, un leader dans l'apprentissage numérique des membres du personnel, des organisations publiques et privées. Maintenant, un de mes coups de cœur de la dernière année, bien, ça a été l'inauguration du Cercle des premiers peuples à la bibliothèque. Alors, c'est un espace physique, donc un lieu de sécurisation culturelle qui permet vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. C'est un exemple des nombreuses actions de la dernière année qui ont été menées par l'équipe des premiers peuples. Une autre grande nouveauté en 2022-2023, l'inauguration avec nos partenaires de 2 nouveaux pavillons d'enseignement de la médecine à Lévis et à Rimouski. Alors ça a permis ça permet présentement là, à 2 premières cohortes d'étudiantes et d'étudiants d'évoluer dans ces milieux-là. Donc vraiment dans un apprentissage de la médecine qui est adapté à la pratique en région. Beaucoup d'énergie aussi a été investie dans les chantiers, le chantier réussite et le chantier santé mentale. Ça se fait de concert avec toutes les unités partout sur le campus. Ça a mené à de multiples actions concrètes, entre autres le déploiement de centres d'appui à la réussite dans les facultés, de même aussi que l'arrivée d'intervenantes et d'intervenants de proximité en santé mentale dans toutes les facultés et les unités.
Je vais maintenant céder la parole à Martin Fortier, qui est le vice-recteur adjoint à l'internalisation et à la valorisation de la recherche, de la création et de l'innovation. Et c'est lui qui remplace aujourd'hui la vice-rectrice Eugénie Brouillet. Merci, Katia. En effet, bonjour, Eugénie Brouillet, notre vice-rectrice, est absente aujourd'hui et elle vous salue. Madame la rectrice, Sophie, vous vous dites parfois que notre université a vécu les dernières années une poussée de croissance. En fait, cette poussée de croissance a été est ressentie très clairement en ce qui a trait aux efforts de nos équipes de recherche et au financement qu'elles ont obtenu. Donc, ce financement annuel est passé de 357 millions de dollars en 2016-2017 à un pic historique de plus de 500 millions de dollars l'an dernier, dû notamment aux nombreuses subventions de recherche liées à la COVID-19. Évidemment, c'est grâce aux efforts et à la passion des milliers de personnes qui composent ces centaines d'équipes de recherche que leur expertise est reconnue ici, au Québec, au Canada et à l'international. Au cours du premier mandat, le déploiement de grandes initiatives de recherche comme Sentinelle-Nord et l'Institut nordique du Québec ont donné aussi une impulsion réelle à notre université. De grandes entités ont également été créées, comme l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, l'OBVIA, l'Institut d'intelligence et données et l'Institut Équité, Diversité, Inclusion et Intersectionnalité, le DI2. Comme vous le savez, la recherche produit des volumes toujours plus croissants aussi de données et des solutions technologiques ont été développées comme Valeria, Pulsar et Genovalia, qui est notre centre de valorisation de données génomiques non humaines. Au cours de la dernière année, donc, le secteur de la recherche, de la création et de l'innovation a continué son envol. Et on a récemment eu un financement de près de 55 millions de dollars qui a été obtenu pour permettre au Brise-Glace de recherche Amundsen de poursuivre ses missions dans l'Arctique et de maintenir la position de l'Université Laval comme une des grandes universités de recherche nordique dans le monde. Un nouveau pôle de recherche et d'innovation bioalimentaire a été créé afin d'accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables et résilients. Notre université est également partenaire de 2 grands projets majeurs du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada, qui reconnaît nos grandes forces en intelligence artificielle et en océanographie. Évidemment, les résultats de tous ces travaux de recherche ont un impact majeur sur la société, et vous trouverez un bel exemple dans le rapport à la communauté, soit l'histoire de l'équipe de Frédéric Bretzner et de Marie Roussel, dont la découverte pourrait permettre aux personnes qui ont subi une lésion de la moelle épinière de marcher à nouveau. Donc, je vous remercie et je cède maintenant la parole à René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation. René. Merci, Martin. Donc, je constate qu'au cours des 5 dernières années, notre campus a réussi à rester vibrant et bien vivant, malgré tout. Malgré la COVID-19 qui nous a forcés à basculer l'ensemble de nos activités à distance. Ça a été un moment difficile, mais comme le disait M. Wood, l'agilité et la collaboration de toutes et tous a permis de faire au mieux. Cette période a même favorisé la naissance d'initiatives durables comme le campus nordique et le campus estival qui permettent aux gens de bouger et de se retrouver sur le campus à l'extérieur au grand air. Des initiatives intéressantes avec des partenaires de la région de Québec ont aussi vu le jour lors du premier mandat, notamment la plateforme de technologie Brio, Technopédagogie Brio, qui nous permet d'offrir de la formation continue en collaboration avec les cégeps. Et aussi des actions concrètes pour favoriser la mobilité à Québec. Donc, si je retrouve mon texte, vive la technologie, c'est le fun analogique. Donc, on a évidemment des actions concrètes pour favoriser la mobilité à Québec, comme l'implantation du laissez-passer universitaire par la communauté étudiante pour la communauté étudiante qui profite d'un tarif avantageux pour prendre le transport en commun. De plus, l'université poursuit l'étalement des heures de cours le matin afin de diminuer la pression sur le réseau routier qui entoure évidemment le campus. Au cours des 5 dernières années, nous avons travaillé de façon soutenue, en étroite collaboration avec le bureau de projet et la Ville de Québec, sur le projet d'implantation du tramway sur le campus. L'actualité des derniers jours a démontré que ce projet pourrait changer, se transformer. À tout le moins, il est de nouveau évalué. Mais chose certaine, l'Université Laval continue d'appuyer fermement l'implantation du projet de tramway tel que proposé par la Ville de Québec et est très préoccupée par les retards qu'il subit. Priver Québec du projet de tramway revient à nous priver collectivement de la mobilité des milliers de personnes étudiantes, professeurs et membres du personnel de l'Université Laval. En 2022-23, nous avons procédé à l'adoption de la stratégie énergétique
qui nous permettra de réduire nos gaz à effet de serre liés à la consommation d'énergie de nos bâtiments. Et grâce à l'utilisation, par exemple, d'énergie renouvelable à 100% d'ici 2035. De plus, nous avons amorcé le chantier des transformations des services alimentaires afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté. En terminant, je partage avec vous une histoire du rapport à la communauté qui a fait vibrer ma fibre rouge et or. En 2022, nos étudiantes et étudiants athlètes ont décroché 3 titres nationaux ainsi que 2 deuxièmes places, permettant aux Rouge et Or de connaître la meilleure saison automnale d'un programme universitaire sportif dans l'histoire du Canada. Alors, vraiment très impressionnant. Alors, je cède maintenant la parole à François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, responsable de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et de la philanthropie. François. Merci. Merci René. C'est bien vrai que l'université a été très active malgré tout sur son campus au cours des dernières années, mais pas seulement sur le campus, aussi à l'international. Les 18 derniers mois ont vu le retour des mobilités étudiantes, mobilité du corps professoral et des visites là, de diverses personnes sur notre campus. Je salue à ce propos mon prédécesseur, Rénal Bergeron, qui est avec nous dans la salle, car sous son leadership, l'université a augmenté le nombre de partenariats privilégiés avec des universités de l'international, passant de 4 à 7, incluant la très prestigieuse Sorbonne Université à la liste de nos partenaires. Au cours du mandat de mon prédécesseur, le réseau UNICE a également été lancé. Le réseau UNICE, c'est un réseau international d'étudiantes et étudiants mobilisés pour le climat. Un réseau qui croît d'année en année. On a plus de 1000 membres actuellement. M. Hood l'a mentionné un peu plus tôt, notre culture philanthropique s'est grandement développée au cours des dernières années, ici même au sein de notre communauté universitaire. De 2016 à 2021, le nombre de donatrices et de donateurs a augmenté de 80% et la valeur des dons a augmenté de 28%. J'en profite pour vous remercier, toutes les personnes qui ont contribué, et pour offrir des remerciements tout particuliers à 2 philanthropes au grand cœur, que l'on retrouve dans le rapport à la communauté. Je pense ici à Ariane Rioux et Ariel Plourde. Avec leur don d'1 million de dollars, ils s'inscrivent dans le programme des centres associés. Au cours de la dernière année, c'est grâce à la philanthropie aussi que le projet du Carrefour international Brian Mulroney a pu faire de si grands pas. On sent vraiment un grand intérêt pour ce projet fédérateur qui rassemblera les forces vives de l'international sur le campus et qui prévoit la construction d'un nouveau pavillon qui permettra, entre autres, de tenir de grandes conférences ou de grandes rencontres internationales ici même sur le campus à l'université. L'adoption au cours de la dernière année de la politique en matière d'équité, de diversité et d'inclusion me remplit de fierté. Elle sera un phare pour les années à venir. Enfin, il y a quelques mois, l'université est devenue l'une des 3 seules universités canadiennes à atteindre le niveau platine de la certification internationale STARS en développement durable, un titre qui s'ajoute à celui qui a été évoqué par la rectrice avec le Times Higher Education. Je dois noter aussi que dans la certification STARS, il y a 3 universités canadiennes qui ont le statut platine. Il y a 12 universités au monde sur les 1200 quelques universités qui y participent, qui ont le même statut. Donc, c'est un très grand honneur et une très grande reconnaissance de tout ce qui est fait en matière de développement durable sur le campus. Donc, c'est ce qui conclut mon petit mot et je cède la parole à nouveau à notre rectrice, Sophie. Merci. Merci François, merci à toute l'équipe pour cette présentation, cet aperçu du rapport à la communauté. Et là, je vous invite, il est en ligne, alors allez voir dès que vous le pourrez. Et puis, ces histoires, si elles vous inspirent, ben, partagez-les dans vos unités, dans vos équipes. Faites-le savoir, faites savoir qu'il se passe des choses extraordinaires à l'Université Laval, dans tous les secteurs, dans toutes les unités, dans toutes les disciplines. On est une grande université où il y a beaucoup, je dirais, d'audace, de créativité, d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, et ça mérite d'être connu. Alors maintenant, la parole est à vous. Je vais vous inviter, pour les gens de la salle, je vais vous inviter dès maintenant à vous rapprocher des micros. Pour les gens à distance, vous pouvez utiliser le QNR là, que vous avez, questions-réponses. Posez vos questions et les gens
apporteront les questions devant, si j'ai bien compris, vont venir nous les présenter. Et puis, autant que possible, on va alterner entre les questions en présence et les questions à distance. Alors, à vous, y a-t-il des questions, commentaires, réactions? On peut peut-être commencer par une question en ligne qui nous est adressée. Vous avez fait des travaux de préparation sur le tramway au cours des 5 dernières années. Est-ce que ces travaux sont toujours utiles et pertinents, même si le projet sera peut-être modifié? On l'espère. On espère que les travaux qu'on a faits vont être très utiles et qu'on va pouvoir le plus vite possible reprendre les activités, les travaux pour le tramway. Vous savez, l'Université Laval est une, sinon la seule université de notre taille au Canada qui ne bénéficie pas d'un transport structurant. Et pourquoi c'est important pour l'université? D'abord, c'est une condition d'accessibilité. Les étudiants et les étudiantes, lorsqu'elles peuvent venir étudier dans une ville où il y a le transport en commun, transport collectif, ont plus de chances de persévérer, de réussir, de s'inscrire à l'université, de poursuivre leurs études. Donc, c'est une condition qui est très, très importante. Et quand les jeunes apprennent à utiliser le transport collectif, bien, les chances sont très grandes qu'ils poursuivent cet usage-là pour le plus long terme. Donc, c'est sûr qu'on va expliquer aux autorités pourquoi c'est important pour l'Université Laval d'avoir une infrastructure structurante de transport le plus vite possible, bien entendu. C'est très, très long. C'est très, très long. C'est des gros ouvrages, des gros travaux, des grands projets. Alors, je pense que René l'a dit tout à l'heure, on appuie le tramway, on l'a fait depuis le début. Et on n'est pas les seuls à le faire. Je vous rappelle un peu l'histoire, mais vous vous souviendrez que quand j'ai commencé le premier mandat, dès le début de ce premier mandat, on a accepté l'université de décaler les horaires. Hein, parce que les gens disaient il va y avoir des travaux, ça va être lourd, la congestion est déjà importante, alors décalons les horaires. Et à l'époque, j'ai dit plusieurs fois dans la sphère publique, il ne faut pas décaler les horaires pour qu'il y ait plus de voitures. Si on décale les horaires et que les gens trouvent plus confortable de venir en voiture, puis qu'on a plus de voitures, on n'a pas réussi notre effort. Je vous rappelle qu'on s'est engagé comme université d'impact de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et la solution d'un transport collectif structurant, c'est une solution importante. On a un rôle à jouer. Donc, on a fait ça, on l'a rappelé. Alors, la perspective du transport collectif structurant, elle ne s'ancre pas que dans l'accessibilité, elle s'ancre aussi dans notre contribution au développement durable. L'arrivée des vélos électriques, ça a été très important cette année. On voit, au maire, je dis, c'est un beau problème quand il en manque. Ça veut dire qu'ils sont utilisés. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'appétit. Alors, il faut continuer à travailler. Mais on espère très, très sincèrement, et puis encore une fois, j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer les autorités de la Caisse de dépôt pour expliquer pourquoi c'est important un transport structurant maintenant ici à Québec pour l'Université Laval, mais pas que, pour toutes les institutions d'enseignement supérieur. D'autres questions? C'était clair comme l'eau de roche? Écoutez, je vous remercie. Je donne un autre tour de roue. Je vous remercie sincèrement. Ah ben, je le savais. C'est parfait. Allez-y. Bien, moi, ça va être en... Oups, c'est beaucoup trop haut pour moi. En fait, ça va être en 2 temps. Moi, je pense qu'on peut être fiers. Vous avez mentionné tantôt, première université d'impact, Times Higher Education francophone, 14e, ça, c'est bon. J'ai des petits bémols. En tout cas, moi, il y a 2 choses sur lesquelles je veux réagir. D'une part, ça fait plusieurs années qu'on dégage au net des excédents. Moi, je suis trésorière de quelque chose de beaucoup plus petit. Mais en tout cas, je m'étonne. C'est comme si c'était normal. En tout cas, j'avoue que j'aurais tendance, si j'étais dans les chaussures, à réviser des choses.
Puis j'ai un point pour le conseil d'administration. En fait, on a parlé de transparence. Puis moi, en fait, là, je vais pêcher parce que je me targue. Moi, je suis très fière d'être dans une université francophone. Puis si vous aviez des étudiants ici qui m'ont subi, ils diraient que je suis imperturbable. J'insiste pour qu'on utilise des termes francophones. Mais là, dans ce cas-là précis, les termes anglophones ont plus d'impact dans mon esprit. Puis un CA, pour moi, c'est là pour le insight, foresight, oversight. Fait que je comprends qu'on veuille appuyer, qu'on veuille témoigner de confiance. Mais j'inviterais le CA, puis je ne sais pas s'il y a d'autres membres ici, mais aussi à être un peu... En tout cas, on l'a mentionné, challenging, mais j'aimerais ça que ce soit le sentir plus présent. Puis c'est difficile pour moi de le sentir présent quand il y a autant d'éléments de l'ordre du jour qui sont à huis clos. J'ai fait partie d'OTCA, j'ai suivi la gouvernance. Ça, je pense que c'est quelque chose dont l'Université Laval peut être fière. En collaboration, on a mis sur pied le cercle des pas le cercle de gouverneurs, le cercle des associés, l'administrateur de sociétés certifiés, on les forme ici. Puis c'est une des choses que j'ai appris en suivant cette formation-là. En tout cas, moi, j'ai jamais vu autant d'huis clos, puis dont on ne sait même pas ce dont il est question. Mais cela dit, je salue les hauts faits, les accomplissements, mais je pense qu'il y a toujours place à amélioration, parce que c'est 2 points que je voulais apporter. Oui, très bien. Je pense qu'on peut faire des commentaires sur ces 2 points-là. Je pense que c'est important. André, veux-tu dire quelques mots sur la gestion responsable des finances, hein, la gestion responsable de l'université? Je pourrais compléter par après. Merci Claire pour la question. Vous le savez, puis on a entamé cette tournée dans les différentes unités pour bien expliquer. Il y a une différence entre les états financiers selon qu'on se rapporte au ministère ou selon qu'on utilise les normes comptables canadiennes. Quand on utilise les normes comptables canadiennes pour les OSBL, il y a un excédent qui est quand même assez important, mais ça ne tient pas en compte les dépenses qu'on a faites pour des investissements, comme par exemple l'achat de livres à la bibliothèque. On parle de 12 millions d'investissements. Ça, c'est dans les excédents selon les normes comptables canadiennes. On ne parle pas des achats qu'on fait pour les tables, pour nos projecteurs, pour nos systèmes informatiques, qui sont aussi considérés comme un investissement d'après les normes comptables canadiennes. Donc, il y a vraiment une disconnexion entre la reddition de comptes qu'on fait au ministère de l'Enseignement supérieur, qui est suivie de près, et on parlait du CA, hein, le CA, effectivement, nous challenge, là. Il nous tient vraiment serrés à travers les différents comités. Tout ça, c'est révisé. C'est également révisé par l'intermédiaire de nos auditeurs externes et bien sûr, c'est reçu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ça ajoute de la complexité, mais c'est exactement pour cette raison qu'on parcourt les différentes unités pour bien expliquer les tenants et aboutissants puis les différences entre ces différentes redditions de comptes. Merci André. Et puis, une des choses, un des projets en cours qui, je pense, va répondre en partie à votre demande, c'est qu'au CA, on travaille sur une politique de gestion de la réserve. Et cette politique de gestion de la réserve, elle sera importante parce qu'elle va définir les seuils à maintenir pour couvrir les vulnérabilités financières de l'Université Laval dans l'éventualité qu'on ait à les utiliser. Et ça, ce travail-là, en se faisant, va définir un peu mieux les disponibilités, la capacité de redistribuer des montants en cours d'année. Parce qu'en fait, tous ces montants-là vont être utilisés pour soutenir l'université, mais l'agilité que l'on a, en fait, que l'on n'a pas, il faut la corriger, mais pas en laissant tout possible, en ayant un encadrement responsable de cette réserve. Donc, le travail a lieu, il a déjà été débuté, on avance, on fait des comparaisons, c'est quoi une réserve qui est responsable dans une université comme la nôtre avec le budget que l'on a, etc. Donc, on peut se comparer. Évidemment, on n'a pas les mêmes budgets qu'ailleurs, donc on essaie de trouver une réserve qui est raisonnable dans tous les sens du mot. Alors ça, je pense que ça va venir compléter. Et moi, je peux vous assurer que notre président, il est challengeant. Et puis, j'aime ça. Alors, non, il ne faut pas prendre le propos d'être aidant comme étant laxiste, une attitude qui est qui est hors responsabilité d'évaluation, de contrôle, de reddition de comptes, etc. Je pense qu'on a un CA de très, très haut niveau, des gens qui ont appris leur métier de gouvernance dans des banques
et entre autres avec Jean et Bernard. Et donc, la pratique est certainement pas de ne pas bien suivre et poser les bonnes questions. Je pense que ça nous aide grandement à l'université. Alors, je voudrais juste revenir sur ces éléments-là. Merci. Oui? C'est haut un peu. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vais descendre sur les marches et je vais vous parler directement par ici. Parfait. Donnez-lui le micro, pareil. Ouais. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler. Alors, je me présente ou je me représente, Carole Rivard, Lacroix. Ce que j'ai entendu, là, c'est très positif. Je viens du monde des affaires, vous le savez, je viens du marketing. Et je me disais des petits « wow » à différents endroits sur les réalisations qui sont faites, et ça me rend fière. Alors, je voulais vous dire ça. Et je veux aussi, là, je fais ma job marketing, je veux vous rappeler que vous avez aussi ici une très belle université du troisième âge. Et elle est importante pour nous, les personnes vieillissantes, parce que ça permet de retarder le déclin cognitif, de briser l'isolement social. Ça a le plein de positifs. J'ai des remerciements à faire que je veux transmettre tout d'abord à Madame qui est la vice-rectrice aux études des affaires étudiantes. Je veux la transmettre à l'équipe du SDP, du service de développement professionnel, pour l'appui qu'ils nous apportent. Et ceci, c'est important. Je parle, entre autres, au niveau du SDP. Nous avons fait, il y a quelques années, un plan stratégique auquel nous adhérions comme asso et comme dirigeants. Vous savez qu'une planification stratégique sur une tablette, ça ne donne pas grand-chose. Il y a un plan d'action. Ça a pris un petit peu de temps à le faire partir, mais aujourd'hui, j'ai aussi, et depuis quelque temps, entendu de bonnes nouvelles, à savoir que le plan d'action va être mis en action, c'est débuté, et c'est une excellente nouvelle. Alors, je tenais à le souligner. Je veux dire, quand j'ai besoin de chialer, je chiale, mais quand il y a des belles réalisations, c'est important de les mentionner. Et pour conclure, je vous rappelle aussi que nous célébrons comme association notre 25e anniversaire cette année et on en est très fiers et ça montre que l'Université du troisième âge, ça a une place et c'est vraiment important pour nous. Alors, au nom de toutes les personnes aînées qui fréquentent votre Université du troisième âge, merci et on continue. Bravo. Merci, Madame Rivard, Carole, d'être là, de partager votre engagement, votre dynamisme. Vous pourriez faire d'autres choses avec tout le bagage professionnel et la vie que vous avez eue. Vous avez choisi d'investir votre énergie, votre cœur, votre talent au service de l'éducation spécialisée aux aînés dans notre université du troisième âge. On vous en remercie et je suis sûre que si la population comprenait toute la valeur que vous avez expliquée rapidement, comme vous savez le faire, il y en aurait plus d'universités du troisième âge, on aurait plus de solutions pour les personnes aînées. On est très, très fiers de pouvoir compter sur la nôtre puis notre contribution et on va continuer de le faire. Merci d'avoir partagé. Puis je finis en vous disant... On a une autre question qui est arrivée en ligne. Vas-y, je veux juste dire 30 secondes. Madame Rivard a participé avec les associations étudiantes au sommet étudiant et elle a mobilisé les plus jeunes. Il y a eu un rendez-vous intergénérationnel. Bravo. Oui.
En ligne, Patricia. En ligne, on nous demande quels sont vos avancements et vos plans d'action et de collaboration quant aux négociations avec le SPRUL, soit d'obtenir rapidement un rattrapage salarial afin d'avoir droit à un salaire harmonisé aux différents marchés de référence internes et externes. Merci. André, veux-tu répondre? On est effectivement, on comprend très bien le rôle joué par nos professionnels et professionnels de recherche. On est une grande université de recherche, donc on est présentement à la table de négociation. On a la chance d'avoir un conciliateur avec nous. Le travail avance et on espère pouvoir discuter activement au cours des prochaines semaines pour arriver à un consensus qui va permettre à tous et chacun d'être satisfaits avec le résultat de la négociation. Évidemment, ça doit se faire avec la capacité de payer de nos chercheurs et également la capacité de payer de l'université. Mais on travaille très fort là-dessus et on espère, avec l'aide du conciliateur, pouvoir arriver à quelque chose de concret au cours des prochaines semaines. Merci, André. Merci. D'autres questions? Alors, je finis en vous disant, je pense que j'ai des notes. Je vais vous parler avec mon cœur. Je vous dis merci. Merci pour cette belle année qu'on vient de rapporter, pour laquelle on vient de faire le bilan des réalisations, les 5 dernières années du précédent plan institutionnel. J'espère qu'on va collectivement s'engager dans ce grand exercice-là qu'on a dessiné pour la suite des choses. Je vous remercie pour votre action au quotidien, faire rayonner l'université, pour votre engagement. Partout, peu importe où on contribue à faire avancer la grande mission universitaire, la grande valeur de l'enseignement, de la recherche, du transfert de la connaissance. Plus encore, on fait et on forme une société apprenante. Et ça, dans les temps actuels, on en a vraiment grandement besoin. Alors, je vous dis merci, je vous souhaite une belle continuité, une belle journée et merci à tous les artisans. Direction des communications, chapeau encore une fois. À toute l'équipe du service web aussi, bravo, vous irez voir, c'est magnifique. Et à tous nos collaborateurs, à toutes et toutes, non, ça ne dit pas, aux collaborateurs et aux collaboratrices, je vais le faire rendre comme ça, qui nous accompagnent, nous, l'équipe de direction aussi, un grand, grand merci. Belle et bonne journée. Merci au président et à ses collègues du conseil.